Charlie Logo nous amène à la découverte de son analyse du mois. L'Afrique. Comment reconnaître les leaders patriotes? Connaître le langage de ces leaders n'est pas une obligation, mais plutôt une nécessité, car ça permet d'identifier le vrai leader du faux. Ils sont faciles à reconnaître pour ceux qui font attention, car très peu nombreux. Ils mènent une vie d'adversité émotionnelle, matérielle et financière. Souvent trahis et constamment menacés de mort, ils ont presque tous échappé à une tentative d'élimination physique. Le plus souvent, les bandits sont envoyés chez eux soit pour intimider ou pour saccager. Lorsqu'ils font partie de l'opposition, ils se battent contre trois camps à la fois. Celui des ennemis extérieurs de leur nation, celui des politiciens qui travaillent pour ses intérêts étrangers et celui des dirigeants de leur pays. Fin de citation. Tout comme leurs pairs occidentaux, les patriotes africains semblent extrêmes dans leur position et violents dans leurs propos. Ils ne le sont nullement. Ils paraissent irréductibles parce qu'ils voient la cruauté de l'oppression qui pèse sur les peuples africains et comprennent aussi bien la nature violente de l'adversaire. C'est d'ailleurs celui qui leur impose la violence. Par exemple, le président Laurent Gbagbo, dans le processus de la libération de son pays, s'était abstenu à dessein de s'attaquer aux intérêts français. Il a même contribué aux campagnes électorales de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, croyant qu'il le laisserait en paix. Ces hommes politiques français ont répondu à ce geste en organisant, armant et finançant une rébellion armée contre son gouvernement. Rébellion qu'il a finalement renversée avec l'aide de l'ONU et des troupes françaises. Fin de citation. Lorsque ces combats pour l'indépendance et la souveraineté prennent une tournure violente, ces leaders acceptent courageusement de l'assumer et de payer un prix souvent fort. Difficultés et dangers à voyager en dehors de leur territoire, limites dans les perspectives d'avenir de leurs enfants et dangers de mort permanents. L'une de leurs caractéristiques est qu'ils ne sont pas faciles à acheter avec de l'argent. Par conséquent, ils ne roulent pas toujours dans l'or, mais c'est aussi cela qui leur confère leur indépendance d'esprit et leur intrépidité et constitue même la marque de leur dignité ou intégrité. Ils tiennent un discours souverainiste, dénoncent l'oppression financière de la monnaie coloniale, ainsi que la présence des bases militaires étrangères dans leur pays ou sur le continent. Ils n'ont presque pas de contact avec des représentations diplomatiques étrangères qui les approchent souvent lorsqu'ils deviennent influents pour essayer de les amadouer. Ils sont ignorés et mal présentés par les médias dominants et certains services de renseignement, jusqu'à ce qu'ils ne puissent se faire autrement. Ils sont souvent proches du peuple et de l'homme de la rue, dont ils partagent, connaissent le quotidien et parlent le même langage. Leurs accessions au pouvoir marquent souvent le début de tentatives de déstabilisation de toutes sortes. Il ne faut cependant pas prêter ce label à une personne juste parce qu'elle tient un langage populiste. Il y a des politiciens qui adoptent cette posture pour tromper le peuple. Le candidat Emmanuel Macron l'a d'ailleurs fait avec succès. Alassane Ouattara, le traître politico-économique de la zone franc CFA, affirme avec fermeté que la monnaie franc CFA est une bonne monnaie pour les Africains. Idriss Déby, le faux panafricaniste, avec cette base militaire française dans son pays, le Tchad, et reste toujours le bras armé de la France en Afrique. Macky Sall du Sénégal en a aussi joué le même jeu et finalement fini par remettre le pétrole sénégalais à la France.
malgré le cri de sa population. Fin de citation. Le cas d'Ali Bongo du Gabon est très différent, car pour lui, il ressemble à un élève qui veut défier son maître, mais qui finit par être pêché dans le filet tendu par le maître. Ce que nous pouvons dire ici est que Monsieur le Président Ali Bongo n'a pas été vigilant, car en acceptant l'invitation de Macron à l'Élysée après les élections présidentielles de 2016 au Gabon, il s'est livré lui-même à la gueule du loup. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Gabon est presque sans commandant en chef. Mais c'est plutôt des apprentis sorciers franco-marocains qui prennent le contrôle du pays. Fin de citation. La caractéristique la plus importante ici est le temps passé dans cette position. On peut tromper par un ou deux discours populistes, opportunistes, mais on ne peut prétendre être patriote pendant 10 ans d'adversité si on ne l'est pas vraiment. Vivement à la prochaine. Charlie Logon, Média. Qui a tué Mamadou Barry? Une question qui mérite une réponse satisfaisante. Charlie Logon Média vous invite à suivre cette analyse attentivement. En effet, le 19 juillet 2019, c'est la date de l'assassinat du jeune docteur Mamadou Barry à Rouen et plus précisément à Kantele. Le monde noir entre en émoi et demande que les circonstances de cet assassinat soient rapidement élucidées. Deux versions officielles se succèdent, mais toutes les deux privilégient la piste raciste. La première évoque des dérapages d'une altercation entre le docteur Barry et des supporters de l'équipe nationale d'Algérie survenus quelques instants avant le coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant l'Algérie au Sénégal. Cette version présente plusieurs faiblesses. Mahamadou Barry n'était pas sénégalais mais guinéen. Mais les adeptes de cette version prétendent qu'il aurait été pris pour un Sénégalais. Il n'y a pas de précédent de violence d'une telle ampleur entre Sénégalais et Algériens en France ou ailleurs. C'est d'autant plus qu'au moment des faits, le match ne s'était même pas encore joué pour que la colère de la défaite puisse être retenue comme facteur aggravant. Fin de citation. C'est peut-être le côté surréaliste de cette première explication qui conduit à la deuxième explication. D'après cette dernière explication, l'auteur du crime serait un déséquilibré mental d'origine turque. Cette version aurait été corroborée par les images prises par des caméras de surveillance vidéo. Le meurtrier aurait été très clairement identifié et conduit rapidement à un hôpital psychiatrique dans lequel il aurait été interné. Scénario expéditif qu'on a souvent vu dans d'autres circonstances. Fin de citation. Malgré la confirmation par le parquet de Rouen de la nature raciste du crime et des manifestations monstres qui s'en ont suivi, un malaise persiste quant au véritable motif du meurtre du docteur Barry. Face à de tels doutes, pour avoir le cœur net et trouver des éléments de réponse, le point de départ approprié de cette investigation est d'examiner ou de réexaminer la vie de la victime. Qui était Mahamadou Barry? Le docteur Mahamadou Barry était un jeune juriste très brillant d'origine guinéenne. Il était un spécialiste du droit des affaires et de la fiscalité. Ses recherches s'articulaient autour de la fiscalité minière et des investissements dans le secteur minier. Il a révélé dans un détail le caractère unique des contrats miniers signés par les pays africains.
Voici ce qu'il dit lors de l'émission L'entretien du jour de la chaîne de télévision Rifan TV sur les contrats de bauxite et d'uranium signés respectivement par la Guinée et le Niger. Quand vous voyez les clauses qui sont insérées dans les conventions minières, je vous donne tout simplement un exemple. C'est le cas de la Guinée. Je ne vais même pas appeler cela une convention, c'est l'accord transactionnel que la Guinée a signé avec la société Rio Tinto. C'est extrêmement grave quand vous lisez cet accord transactionnel qui donne à la Guinée 700 millions de dollars. Mais quand vous regardez le contenu, vous considérez cet accord-là comme un deal financier, comme un prêt, pas à 0%, mais un prêt plutôt à 100%. Parce que dans les clauses qui sont insérées dans cet accord, il est dit que ce montant est déductible, ce qui veut dire que tant que la société ne fait pas de bénéfices supérieurs à 700 millions de dollars, ces 700 millions de dollars sont déductibles du résultat comptable de ces filiales qui sont installées en Guinée. Et il y en a pire, dit-il. Fin de citation. Le docteur Barry projetait non seulement de dénoncer ces contrats, mais en plus il envisageait de former les parlementaires africains et de conscientiser l'opinion publique africaine sur les contrats miniers qui sont signés sur leur dos. Vu sous cet angle, sa mort arrange les affaires de plusieurs pays et de leurs hommes politiques au rang desquels l'on peut citer les corrompus locaux qui, pour des miettes, vendent allègrement le sous-sol de leur pays, cas que le docteur Barry évoque dans son interview. Mais aussi et surtout un pays comme la France, dont toute la politique énergétique repose essentiellement sur l'uranium du Niger qu'elle obtient à vil prix payé dans un compte d'opération qu'elle contrôle à travers le Trésor de France à la Banque de France. Fin de citation. Cette dernière piste ne peut pas être écartée d'un revers de la main. C'est d'autant plus qu'il existe plusieurs précédents allant dans ce sens que nous n'allons pas énumérer, mais que le Sphinx Igbo et Charlie Logon Media ont évoqué dans un article intitulé « Assassinat, un outil de domination et de contrôle ». Fin de citation.